a vraiment un choix collectif de dépendre de la voiture qui a tout plein de conséquences collectives. Et la réponse politique qu'on y amène, c'est une réponse individuelle. C'est face à cette dépendance qui est collective et qui a toutes ses conséquences, on dit aux gens, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est arrêter d'utiliser sa voiture. Et pour ça, on essaye de décourager les gens. Une autre mesure, ça va être ce qui se passe à Bruxelles, à Gand et à Anvers, d'interdire les vieilles voitures, au nom du fait qu'elles pollueraient plus que les nouvelles. En sachant qu'on se base sur les normes des constructeurs et qu'on sait qu'ils trichent sur ces normes. Mais c'est pas grave, on interdit les vieilles voitures. Par contre, quelqu'un qui a une grosse voiture neuve peut tout à fait rouler. Et maintenant, on en arrive... Excuse-moi, et on ne tient pas compte du fait qu'il faut acheter une nouvelle voiture et c'est un coût aussi écologique. Tout à fait. Donc en fait, on a créé une sorte d'obsolescence obligatoire. Voilà. Donc il y avait l'obsolescence programmée, maintenant on a l'obsolescence obligatoire. On est obligé de se séparer de sa vieille bagnole. Quel que soit son impact environnemental, hein, parce qu'on peut imaginer qu'effectivement il y a des vieilles voitures qui polluent, mais on a des doutes qu'une petite Clio pollue plus qu'un gros SUV. Pour autant, le capitalisme actuel, dans le capitalisme en général, on a une individualisation des politiques. Et donc, à des problèmes collectifs, en général, on amène des réponses individuelles. Il y a un problème avec la production de déchets, il y a un problème avec la production d'emballage. On ne va pas changer les manières de produire, on va imposer le recyclage individuel. Il y a un problème avec la mobilité collective, eh bien on va empêcher les gens de rouler en voiture, sans réfléchir aux solutions. Il y a un problème avec le transport aérien qui pollue énormément, eh bien on va mettre des taxes sur les déplacements, mais pas développer le transport en commun, le train à longue distance. Et donc la mobilité, c'est vraiment peut-être un des endroits où c'est le plus symbolique de cette individualisation. On fait une analyse de est-ce qu'il aurait mieux valu faire un chantier public ou un chantier en partenariat public-privé, que ce soit une ligne de train, un hôpital ou quoi que ce soit d'autre. Quand on fait un partenariat public-privé, ça coûte beaucoup plus cher que si on faisait de l'investissement public, parce que notamment il faut rémunérer le propriétaire privé, ses actionnaires, etc. C'est pas une question de morale, c'est une question purement économique. Si on a recours à un acteur qui doit être rentable, il faut que quelqu'un paye, et dans ce cas-là, c'est nous, et l'État. Bonjour chers spectateurs, donc bienvenue à Tinker Jaune, c'est la 6e émission de la chaîne YouTube, de la nouvelle chaîne créée par DocPat et moi-même. Donc nous sommes 2 gilets jaunes de Belgique, ça fait 4 ans donc qu'on fait des actions, qu'on va sur les ronds-points, sur des conférences, des festivals, et ce qui nous fait tenir c'est le plaisir des rencontres. Et c'est ce plaisir qu'on veut partager avec vous. Donc les rencontres et aussi l'échange et approfondir certains thèmes, prendre le temps un peu de prendre un peu de recul. Merci encore pour tous les followers, les spectateurs. On a déjà franchi le cap des 60 abonnés, donc vous pouvez continuer. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Mathieu, qu'on va présenter comme militant universitaire. Donc, puisqu'il est chercheur à l'IGEAT, qui est le service de géographie de l'ULB. Bonjour. Bonjour Marcos. Donc oui, je suis chercheur en géographie à l'ULB depuis une quinzaine d'années, étudie chercheur et militant. C'est vrai que dans notre service, on fait pas simplement du travail de bureau, on essaye d'appliquer ce qu'on fait pour faire avancer des causes. Donc on a par exemple créé un observatoire des inégalités avec les collègues pour en gros mettre nos savoirs au service des enjeux, par exemple sociaux, économiques, environnementaux en général. Ok, donc dans le service de géographie, c'est vraiment une stratégie du service? C'est pas une stratégie du service, c'est plutôt la volonté de plusieurs collègues d'essayer de sortir de nos bureaux et d'être ancrés dans ce qui se passe sur le terrain, quoi. Tu es donc chercheur en géographie. C'est quoi la géographie? Donc tu passes ton temps à prendre les capitales d'Europe et les longueurs des rivières aussi. Les noms des rivières, oui. Les noms des capitales, les noms de provinces et tout ça. Et donc la géographie, c'est en fait essayer de mettre sur le territoire des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Donc c'est essayer de poser des questions. Alors nous on est un jeu humain, donc c'est plutôt des questions de société avec l'angle du territoire. Et donc par exemple sur la mobilité, se demander où sont les gens, pourquoi ils se déplacent comme ça, quelles sont les politiques qui sont appliquées, qu'est-ce que ça a comme impact sur les infrastructures.
Voilà, c'est ça. Et donc, tu as déjà parlé du premier thème. Donc, en tant que chercheur, tu as déjà travaillé sur le thème de mobilité. Est-ce que tu pourrais dire avec ton regard comment tu vois tout ce qui se passe avec le plan Good Move à Bruxelles? Alors, ce qui se passe avec le plan Good Move à Bruxelles, c'est ce qui se passe plus largement en matière de politique de mobilité à Bruxelles et en général dans les villes belges et dans les villes européennes. C'est qu'on a un constat, c'est on dépend énormément de l'automobile pour se déplacer, mais ça ne vient pas de nulle part, cette dépendance à l'automobile. C'est le résultat de choix politiques qui ont été faits à partir de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La voiture est le mode de transport qui correspond le mieux à l'économie capitaliste, parce que ça permet de se déplacer à peu près partout sur le territoire. C'est un mode de transport individuel et donc ça permet aux travailleuses, travailleurs d'aller sur leur lieu de travail partout sur le territoire. C'est aussi un objet de production et de consommation, et donc derrière le développement de la voiture, il y a eu le développement de toutes les grandes marques de fabrication d'automobiles qui étaient, jusqu'à quelques années, les entreprises les plus rentables de notre économie. Et donc il y a vraiment eu des choix économiques et des choix politiques qui ont amené au fait qu'on dépende de la voiture. Et donc concrètement sur le territoire, par exemple, ça veut dire qu'on a détruit des lignes de transport en commun, on a par contre construit des autoroutes, des parkings, des centres commerciaux qui sont accessibles qu'en voiture. Les services publics locaux ont été supprimés et on les a remplacés par soit des services qui sont plus éloignés et qui obligent à se déplacer plus. Donc, par exemple, à Bruxelles, on manque de place dans les écoles, dans les crèches, dans les maisons de repos. Tout ça, c'est des raisons qui amènent à devoir se déplacer plus pour aller chercher ces services-là. Il y a de moins en moins de banques, il y a de moins en moins de commerces locaux, et donc ça oblige à aller plutôt dans des supermarchés hors de la ville. Et donc, ces choix politiques, cette transformation sociale ont mené à une ville et à une société en général où l'essentiel des déplacements se font en voiture. Et ça a des conséquences économiques, sociales, environnementales, collectives. Donc économiquement, ça pose la question des encombrements sur les routes que toutes les travailleuses et tous les travailleurs vivent quand ils vont sur leur travail la plupart du temps. Et qui coûte très cher. Et qui coûte très cher parce que derrière cette dépendance à l'automobile, elle coûte très cher collectivement, avec la question de l'achat du carburant, la question du coût des infrastructures routières, la question du coût des impacts environnementaux. Et elle coûte très cher individuellement aux travailleuses et travailleurs qui doivent payer une assurance, le plein, de plus en plus le parking, et ça on y reviendra. Ça a des conséquences sociales, on peut penser à la question du bruit, à la question des accidents, à la question des impacts environnementaux qui ont des impacts sur la santé, et donc après des coûts sur la santé. Ça a des conséquences aussi pour ceux qui font pas le choix, ceux qui ont la possibilité de ne pas utiliser leur voiture, ou qui doivent ne pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de permis ou pas la possibilité d'en acheter une. Et donc là, c'est tout le désinvestissement dans les transports collectifs. Donc par exemple, pour venir ici, il y avait de nouveau une interruption de trafic à la gare du Midi, et 8 trains sur 10 étaient en retard. Et c'est quasiment aussi le quotidien des gens qui utilisent les transports collectifs. Donc on a vraiment un choix collectif de dépendre de la voiture qui a tout plein de conséquences collectives. Et la réponse politique qu'on y amène, c'est une réponse individuelle. C'est face à cette dépendance qui est collective et qui a toutes ses conséquences, on dit aux gens, ce qu'il faut faire, c'est arrêter d'utiliser sa voiture. Et pour ça, on essaye de décourager les gens alors là, on a plusieurs mesures. Une des mesures, ça va être de supprimer le parking en voirie ou de le rendre payant. Une autre mesure, ça va être ce qui se passe à Bruxelles, à Gand et à Anvers, d'interdire les vieilles voitures, au nom du fait qu'elles pollueraient plus que les nouvelles. En sachant qu'on se base sur les normes des constructeurs et qu'on sait qu'ils trichent sur ces normes. Mais c'est pas grave, on interdit les vieilles voitures. Par contre, quelqu'un qui a une grosse voiture neuve peut tout à fait rouler. Et maintenant, on en arrive... Excuse-moi, et on ne tient pas compte du fait qu'il faut acheter une nouvelle voiture et c'est un coût aussi écologique. Tout à fait. Donc en fait, on a créé une sorte d'obsolescence obligatoire. Voilà. Donc il y avait l'obsolescence programmée, maintenant on a l'obsolescence obligatoire. On est obligé de se séparer de sa vieille bagnole. Quel que soit son impact environnemental. Parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, il y a des vieilles voitures qui polluent, mais on a des doutes qu'une petite Clio pollue plus qu'un gros SUV. Pour autant, en petite Clio, on ne pourra plus entrer en ville. Et finalement,
Good Move arrive comme la dernière mouture de ces mesures-là. Et Good Move, c'est le nom du plan régional de mobilité bruxellois, dont l'objet, l'idée, c'est de dire le problème à Bruxelles, c'est pas spécialement que les gens utilisent leur voiture, en tout cas, c'est pas nommé comme ça, c'est le trafic de transit. C'est le fait que des gens traversent les quartiers des autres avec leur voiture. Et donc on va diviser Bruxelles en une 50aine de quartiers au sein desquels on va essayer d'empêcher le trafic de transit. Donc on va le reporter sur les axes environnants. Alors déjà, ça pose le problème de quel est l'impact sur ces axes environnants. Donc il y a des problèmes avec les transports publics, notamment sur ces axes-là. Et puis ça pose le problème, plus largement, qu'on applique ce cadre de façon unilatérale sur tout Bruxelles. Donc tu habites à Uccle ou à Kuregem, on va t'appliquer le même plan de mobilité, alors que la façon dont tu te déplaces est différente dans ces quartiers-là et ta dépendance à la voiture n'est pas la même. Ça, c'est une chose, et en plus, quand on commence à mettre en place concrètement les mesures, on commence par les quartiers populaires. Donc, où est-ce qu'on va mettre en place, en premier lieu, les mesures de Good Move? On va les mettre en place à Kuregem, à Schaerbeek, dans le Pentagone, là où déjà les gens utilisent le moins la voiture. Mais par contre, on ne les met pas en place dans des quartiers plus aisés, où le taux de possession de la voiture est beaucoup plus élevé. Et on applique la même mesure dans ces deux types de quartiers, alors même qu'en fait, et là on peut revenir finalement à la posture à la question de la recherche, alors qu'en fait on ne sait à peu près rien des pratiques de mobilité des quartiers populaires. Donc en gros, le seul indicateur qu'on a à peu près partout, c'est le taux de possession de voiture par famille. Et donc on dit, à Kuregem, la moitié des gens n'ont pas de voiture, donc on considère égale, la moitié des gens n'ont pas besoin d'une voiture. Mais ça, on n'en sait rien du tout, parce qu'on n'a pas été voir sur le terrain s'il y a du partage de voitures entre les gens, si quelqu'un qui n'a pas de voiture, par ailleurs, ne travaille pas dans une activité où on a besoin d'une voiture. On peut très bien être un travailleur d'un grossiste ou d'un commerçant, on n'a pas une voiture individuellement, mais par contre, son activité économique, pour son activité économique, on a besoin de livraison en camionnette. Faute d'autre chose, il n'y a pas d'autre solution pour un commerçant que de se faire livrer en camionnette. En tout cas, s'il vend des produits un peu pondéreux, il n'y a pas encore d'alternative à la camionnette. Si on est garagiste, eh bien, son activité économique dépend directement de la voiture. Or, ces activités-là, elles se concentrent dans les quartiers populaires. Quand on regarde la structure économique des quartiers populaires à Bruxelles, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de commerces indépendants, on voit beaucoup de grossistes, il y a aussi beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers à domicile, il y a des travailleurs de la construction. C'est toutes des activités qui, par la force des choses, dépendent de la mobilité automobile. Si tu dois aller chez 50 patients en une journée à Bruxelles, c'est pas possible autrement qu'en voiture, surtout si tu dois avoir du matériel. Si tu vas sur des chantiers, c'est la même chose. Et toutes ces questions-là, on ne les a pas posées avant de commencer. Et donc on a imposé ce plan sans se poser ces questions-là. Alors la réponse qui va être donnée, c'est « Ah, on a fait de la concertation ». Mais la concertation, elle a eu lieu au milieu du Covid. Et donc dans beaucoup de cas, la concertation, elle a eu lieu quasiment essentiellement en ligne. Et ça fait aussi un enjeu social très très fort. Qui a accès à la concertation en ligne? Qui est même au courant de ça? Moi, j'habite dans un quartier populaire. Si je vais sonner chez mes voisins, déjà, il y en a beaucoup qui parlent ni français, ni néerlandais, ni anglais. Ça, c'est une chose, c'est la barrière de la langue. Puis il y a la barrière de l'information. Alors, on a distribué des toutes boîtes, mais qui va aller lire et comprendre ce que ça veut dire le plan Good Move? Tout ça, ça fait qu'il y a eu un problème aussi simplement d'implication des habitants. Parce que quand on demande aux gens de ce même quartier, tiens, est-ce que vous trouvez que la mobilité est bonne dans votre quartier? Non. C'est pas vrai que les gens trouvent que c'est super d'avoir des voitures partout chez eux, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pour qu'on bloque leur rue sans qu'on leur ait posé la question de leurs besoins. Et donc il y a vraiment cette question qui est politique en fait, qui est un choix de société, qui on implique dans les décisions, qui on n'implique pas, qui n'a pas été fait. Et donc, en fait, on n'a pas impliqué les habitants. Et maintenant, on résume le conflit à une question de
pro ou anti-voiture. Et on dit, si vous êtes contre Good Move ou contre le parking payant, c'est que vous êtes pro-voiture. Et si vous êtes pro-voiture, c'est que vous êtes pour la pollution, c'est que vous aimez bien que les gens respirent des gaz d'échappement, et c'est qu'en plus vous vous en foutez des accidents de voiture. Et ça, c'est vraiment la caricature du débat qui amène à ce qu'on puisse plus poser aucune question, quoi. C'est ça. Et donc j'allais te demander, mais tu as un petit peu répondu, pourquoi les politiques prennent des décisions qui, sur le terrain, ont l'air aussi absurdes? Est-ce que c'est par idéologie, manque d'études du terrain? Mais donc, je crois que tu as un peu répondu déjà. Il y a vraiment, en fait, la mobilité, c'est peut-être le symbole de ça, c'est que dans le capitalisme actuel, dans le capitalisme en général, on a une individualisation des politiques. Et donc, à des problèmes collectifs, en général, on amène des réponses individuelles. Il y a un problème avec la production de déchets, il y a un problème avec la production d'emballage. On ne va pas changer les manières de produire, on va imposer le recyclage individuel. Il y a un problème avec la mobilité collective, on va empêcher les gens de rouler en voiture, sans réfléchir aux solutions. Il y a un problème avec le transport aérien qui pollue énormément, on va mettre des taxes sur les déplacements, mais pas développer le transport en commun, le train à longue distance. Et donc la mobilité, c'est vraiment peut-être un des endroits où c'est le plus symbolique de cette individualisation des peut-être politiques. Qu'on individualise, mais peut-être qu'on n'individualise pas chez tout le monde. Par exemple, on ne touche pas trop aux privilèges des voitures de société, par exemple. Ah non, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en plus de ça, s'ajoutent les questions de lobbying et d'inégalité. Et il faut savoir que tu parles des voitures de société, donc c'est ces voitures qui permettent aux patrons de payer leurs travailleurs avec des véhicules plutôt qu'avec des salaires, pour moins cher qu'un salaire. Donc le premier bénéficiaire de la voiture de société, c'est le patron. Et l'autre bénéficiaire de la voiture de société, c'est le vendeur de voitures, donc c'est les grandes firmes. Il faut savoir qu'une voiture neuve sur 2 vendue en Belgique, c'est une voiture de société. Ça ne veut pas dire une voiture sur 2 en circulation, parce qu'il y a une rotation du parc qui est plus rapide, mais t'imagines le poids économique que ça représente. Oui, les voitures de société, c'est 4-5 ans après. Et après, elle part ailleurs en Europe d'habitude, et on renouvelle. Ouais. Et donc, c'est vraiment une manne d'argent pour les constructeurs automobiles qui implique évidemment que derrière ça, il y a eu un très fort lobbying, et que donc le choix qui a été fait par le gouvernement actuel, ça a été de électrifier progressivement le parc, mais pas de casser le mécanisme de la voiture de société. Et la voiture de société, c'est vraiment un transfert à l'envers, parce que ça veut dire que tout le monde, collectivement, toute la société, paye pour des voitures qui profitent d'abord au patron, et ensuite essentiellement aux salaires les plus élevés. Oui, bien sûr. Alors, l'idéalement, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne devraient devraient subir une baisse de salaire, mais ils devraient recevoir ça en équivalent salarial, et plutôt que de payer des voitures individuelles, on devrait investir ce budget dans les transports collectifs ou autres. Mais là, on fait vraiment tout l'inverse. C'est la gratuité de la mobilité individuelle pour les plus aisés au prix de toute la collectivité, quoi. En continuant sur le thème de la mobilité, donc ici on est à Waterloo. Donc on est chez moi, je suis venu ici parce que c'est moins cher que Bruxelles, malgré tout ce qu'on peut croire, qu'on n'achète pas une villa 5 façades. Et donc tu es venu en train et tu dois te dépêcher de rentrer avant 10h. Ouais, à peu près, oui. Ouais, donc après 10h, il n'y a plus de train depuis 2-3 ans à cause des travaux de RER. Ça aussi, c'est une grande question pour ceux qui habitent dans la proche banlieue de Bruxelles. Est-ce que ces travaux de RER, est-ce que le RER est vraiment utile? Est-ce que ce n'est pas aussi une mesure contraignante pour les usagers déjà actuels du train? Alors, si le chantier avait été mené comme c'était prévu initialement, ça fait 20 ans qu'on aurait le RER pour venir jusque chez toi depuis Bruxelles. Donc c'est devenu une contrainte parce que le chantier est interminable, parce qu'il a été sous-financé et mal organisé. Mais en soi, développer des alternatives, c'est indispensable et surtout ça marche en fait, parce que autant de ce côté-ci du RER, les lignes sont loin d'être terminées, autant ailleurs,
certaines le sont, et donc on commence à voir une augmentation du nombre de trains en circulation, et derrière on voit que les gens l'utilisent plus. Et un exemple depuis chez toi, si tu prends le train ici à Waterloo, maintenant tu peux aller vers Boondal, Etterbeek et puis même vers l'aéroport. Depuis qu'il y a cette offre-là... Il y a un petit supplément pour l'aéroport. Ouais, ça on peut y revenir. Mais depuis qu'il y a cette offre qui a été augmentée, les gares qui ont connu ce trafic de trains supplémentaires sont aussi celles qui ont gagné le plus de voyageurs à Bruxelles. Donc on voit dans les chiffres le fait que quand on améliore l'offre de transport en commun, le nombre de gens qui utilisent dans ce cas-là le train augmente aussi. Oui, le train qui est quand même une solution très confortable, vraiment de qualité, quoi. Oui. Donc ça m'intéresse. Donc tu sais pourquoi le prix. Donc je resitue. Donc un ticket de chez moi à Waterloo ou Nivelles vers Bruxelles, c'est 2 ou 3 euros, je crois, 2,5 euros. Ouais, un peu plus maintenant parce que les prix ont augmenté. Pour aller à l'aéroport de Zaventem depuis Bruxelles ou depuis Boondal qui est à 2 km, je crois, c'est 13 euros, je crois. Oui, t'as un supplément. Et ça, c'est directement lié aussi à des choix politiques. C'est que pour accélérer le chantier sous l'aéroport, en fait, on a eu recours au financement privé. On a fait ce qu'on appelle un partenariat public-privé. C'est-à-dire que le privé a avancé un peu d'argent pour financer l'infrastructure et en échange, le privé reçoit une redevance pendant X années. Alors je ne connais pas exactement les modalités, mais ça s'appelle la redevance Diabolo parce que c'est le nom du chantier. Et donc tous les usagers payent en fait pour rembourser l'investissement privé. Et évidemment, le privé, ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'économie. Le privé doit faire du profit et donc les usagers financent aussi une partie du profit de l'investisseur privé qui a avancé l'argent. Si on a recours au privé, on doit payer sa marge. Et donc on payera tous sa marge jusqu'à ce que le processus soit terminé. Oui, donc là, pour ça on peut payer. Et on sait que ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Donc on fait une analyse de est-ce qu'il aurait mieux valu faire un chantier public ou un chantier en partenariat public-privé, que ce soit une ligne de train, un hôpital ou quoi que ce soit d'autre. Quand on fait un partenariat public-privé, ça coûte beaucoup plus cher que si on faisait de l'investissement public, parce que notamment il faut rémunérer le propriétaire privé, ses actionnaires, etc. C'est pas une question de morale, c'est une question purement économique. Si on a recours à un acteur qui doit être rentable, il faut que quelqu'un paye. Et dans ce cas-là, c'est nous et l'État. Donc même en comptant éventuellement les pots de vin ou quoi ? De toute façon, les pots de vin peuvent intervenir dans les deux cas. Donc même en comptant ça, ça change. Enfin, ça n'est pas directement lié à la forme de contrat. Oui, non, mais c'est important de l'évoquer parce que c'est ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, effectivement. Ouais. Oui, il y a l'idée que le privé serait plus efficace que le public. Dans les chiffres, c'est complètement faux. Et non corrompu, évidemment. Et non corrompu. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci pour l'invitation. On va arrêter ici, hein. Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Et donc, on se reverra bientôt pour de nouvelles aventures dans Tinker Jaune.